Allez, ben on va démarrer. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Alors, si vous êtes là, j'imagine que c'est parce que vous avez écrit plein de codes pourris avec Angular. Non, c'est pas vrai? Il faut pas le dire. Ou alors c'est parce que vous voulez éviter d'en écrire, essayer de faire mieux, ce qui est une très bonne résolution. Alors je me présente en 2 mots, Thierry Châtel, je suis consultant, formateur à peu près à plein temps sur Angular. Méthodique Conseil, c'est mon nom d'activité et je fais partie d'une CAE, une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Créalide sur Montpellier. Si j'en parle en 2 mots, c'est juste parce que c'est une structure très intéressante pour se mettre à son compte sans avoir tous les problèmes administratifs et de paperasse et autres. Voilà. Alors, en introduction, Angular, quand on commence, on découvre le framework au travers de différents exemples, des petits exemples tout simples de data binding, et on voit qu'on arrive à faire des choses magiques avec très peu de code. C'est de la solution qui est tellement évidente qu'on se demande comment on ne l'a pas eu depuis de nombreuses années. Et du coup, on se lance à faire une première application, une première vraie application, qui est nettement plus compliquée qu'un petit exemple comme ça. Et puis au bout d'un moment, ça commence à ressembler plutôt à ce genre de truc. La complexité n'est pas du tout la même. Elle s'amplifie énormément et on commence à se demander finalement, est-ce que c'est si génial que ça? Ou peut-être qu'on ne l'a pas forcément utilisé complètement de façon idéale. Alors, on le sait depuis longtemps, depuis le fameux article de Fred Brooks, qu'il n'y a pas de solution magique. Nos silver bullets, c'est... Les balles en argent, c'était pour tuer les loups-garous, la seule arme efficace contre les loups-garous. Mais ça n'existe pas en informatique. Du coup, il y a encore plein de loups qui traînent. Donc, Angular n'est pas une solution miracle plus que le reste. C'est génial, mais on peut quand même faire des trucs bien crades avec Angular. Et le framework en lui-même, il apporte beaucoup de choses, mais pas vraiment la façon de structurer une grosse application. Alors dans cette présentation, on va voir des ponts. Non, pas des ponts, en fait. On va voir comment faire une structure pratique pour une application qui va pouvoir... Déjà qu'on va pouvoir écrire sans s'y perdre au bout de quelques mois et qu'on arrivera à maintenir facilement. De façon à ce qu'elle reste maîtrisable, que la complexité du code reste maîtrisable. Alors, une partie sur des généralités, des choses que je rencontre souvent en formation. Alors, les composants qu'il existe, qu'on rencontre sur Angular, on commence à trouver plein de composants graphiques, parce qu'il n'y en a pas qui sont fournis avec le framework. Il y a plein de personnes qui en ont fait, qui en ont mis en open source, et on trouve beaucoup de choses. On trouve de tout. Il faut faire attention aux composants qu'on va cueillir. Il y en a des bons et il y en a qui sont très vénéneux, qui sont carrément toxiques. Suivant ce qu'on cherche, on peut tomber sur des ng-grid qui ont des problèmes de performance totalement rédhibitoires, qu'il vaut mieux éviter d'utiliser si on n'a plus de 20 lignes à afficher, ou ce genre de choses. Donc il y en a de très bons, mais il faut se méfier. Alors, ça c'est pas vrai pour ng-grid, mais globalement quand on écrit une application, il ne faut pas essayer d'optimiser, ou alors uniquement quand c'est nécessaire. C'est un réflexe que je vois tout de suite en formation. Il y en a qui ont du mal à aller mettre des bindings sur la valeur retournée par une fonction. Alors que c'est comme ça avec Angular qu'on va pouvoir écrire du code facile, du code très simple. Ça ne fait rien si ça le calcule plusieurs fois. Ça va prendre quoi? Quand l'utilisateur clique sur un bouton, ça prendra 3 millisecondes de plus, personne ne le verra. C'est même pas du CPU serveur, ça charge rien, c'est sur son ordinateur, sur le poste client, il n'est pas capable de voir la différence, ça n'a aucun impact. Dans la quasi-totalité des cas, il n'y a pas d'intérêt à optimiser, et il y a même un gros intérêt à ne pas optimiser, c'est que le code est beaucoup plus simple.
Parce que si on essaye de tout stocker, de savoir qu'après quelles sont les dépendances, qu'est-ce qu'il va falloir mettre comme watch, enfin on peut partir sur un code qui est tout de suite 3 ou 4 fois plus compliqué, pour rien gagner, mais on va perdre beaucoup à devoir maintenir ça. Donc ne pas optimiser quand il n'y en a pas besoin. On fait des bindings sur des fonctions, on n'essaye pas de stocker le résultat, et Angular fonctionne là-dessus. Les exemples qu'il y a marchent comme ça, et c'est parce que c'est la... Il vaut mieux simplifier le code dans la plupart des cas. Alors sur les données sur lesquelles on va travailler, le modèle de données côté client, c'est un view model. Il n'a pas besoin de refléter le modèle qui est côté serveur, le modèle de l'application qu'on peut avoir avec de l'Hibernate ou avec ce qu'on veut. On peut une fois qu'on reçoit les données du serveur, les manipuler pour les rendre plus pratiques, pour faire tous les bindings dans la vue. Et une chose qu'on peut oublier facilement, c'est que sur des objets métiers un peu complexes, on va avoir intérêt à avoir un vrai modèle objet. Pas simplement travailler uniquement sur le JSON renvoyé par le serveur. Ça, dans beaucoup de cas, ça suffira. Mais sur des objets un peu complexes, la programmation objet, c'est d'avoir dans les objets les données et les traitements associés. Et pour faire des objets métiers propres côté client, ça veut dire ne pas faire les bindings systématiquement sur le JSON renvoyé par le serveur, mais recréer pour les objets les plus importants de l'application de vrais objets avec un constructeur à partir des données fournies et sur lesquels on aura les méthodes aux bons endroits et qui ne seront pas séparés dans des services ou dans des contrôleurs à côté. Donc il y a intérêt à travailler le modèle de données, à faire de la belle programmation objet. Ça a quand même fait ses preuves et c'est vrai avec Angular aussi. Alors, autre chose qui pose toujours problème en formation, un service qui est utilisé partout dans la vue, moi je dis de le mettre dans le scope. Et là, chaque fois, dans chaque groupe, il y en a un qui me dit mais c'est pas sale quand même de mettre un service dans le scope. Non, il n'y a aucun problème. Enfin, c'est même beaucoup plus propre en termes de code que d'aller faire tout un code intermédiaire dans le contrôleur pour faire du passe-plat entre les méthodes du service dont on a besoin dans la vue. Si on a besoin de tout ça, autant mettre directement l'objet service, ou alors ça peut être une façade ou une partie de l'objet si on ne va pas l'utiliser en totalité, mais si vraiment on a besoin d'un service dans les templates, on le met dans le scope et il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune contre-indication à ça, c'est pas une hérésie, donc il ne faut pas se gêner. Alors la structure d'une grosse application. Comment on va ranger les choses? On peut essayer on peut se dire qu'on va les organiser par type, comme on range le linge. On va mettre les chaussettes avec les chaussettes, les t-shirts avec les t-shirts. Dans notre application, les contrôleurs avec les contrôleurs, les services avec les services. Alors ça peut être pertinent pour le linge. Et encore, si on a des centaines de paires de chaussettes, il va falloir un grand tiroir. Mais pour une application Angular, c'est beaucoup moins pertinent. La bonne façon, c'est d'avoir d'abord un découpage fonctionnel et hiérarchique, même, arborescent. Et c'est seulement au plus bas niveau qu'on va faire des fichiers qui vont être des modules dans lesquels on mettra les objets de différents types. Par exemple, c'est un exemple d'arborescence d'une application. Là, je suis parti de ce qu'il y a dans GitHub. Donc, si on veut faire un peu une appli comme GitHub, on va avoir une partie front dans laquelle on aura gestion des profiles, des repositories, de l'activité, des contributions. Il y aura certainement aussi une grosse partie back où il y aura des statistiques et sûrement plein d'autres choses. Et puis on va avoir aussi tout ce qui est commun, des directives, des services qu'on utilise à plusieurs endroits de l'application, qui sont utilisés un peu partout. Donc là, voilà, on a un découpage, une arborescence complètement fonctionnelle. Et là-dedans, comment on va faire nos modules Angular.
Déjà, une chose importante, je suis persuadé qu'il faut faire un module par fichier JavaScript. Ne jamais essayer de réutiliser un module sur plusieurs fichiers. Techniquement, c'est possible. On peut créer un module dans un premier fichier et aller le chercher pour lui ajouter des choses dans d'autres fichiers. Le gros problème avec ça, c'est que du coup, l'ordre de dépendance, enfin l'ordre de chargement des fichiers va être important. On doit forcément, si on fait ça, charger avant le fichier qui crée le module, avant tous les fichiers où on va récupérer ce module pour lui ajouter des choses. C'est pénible au niveau de l'application et encore plus pour la configuration des tests unitaires. Au lieu de dire à Karma de prendre tout ce qu'il y a dans l'arborescence, tous les fichiers JavaScript, mais là il faut se les taper un par un et dans le bon ordre en plus, si on veut que ça marche. Alors qu'en pratique, il n'y a absolument aucun avantage à essayer de découper un module sur plusieurs fichiers, même si je le vois faire souvent. Il vaut mieux créer pour chaque fichier, on va recréer un sous-module et on les met tous en dépendance du niveau dessus. Donc ici, si on prend dans le front, on avait la gestion des profiles. On va avoir un module profiles.js qui va avoir plusieurs sous-modules, donc des vrais modules, profiles controllers dans lequel on va stocker tous les contrôleurs, services, directives, et ces modules-là sont en dépendance du module parent profiles.js, enfin du module profile, dans le fichier profiles.js. À tous les niveaux, on aura la même chose. Ici, le module principal de la partie repositories. Pour le front, il y aura le module principal front ici qui va inclure les modules principaux des parties en dessous, juste le module profile, le module repositories. Les autres vont être hérités en cascade. Donc on calque une arborescence des modules sur l'arborescence des répertoires. Ce qui fait qu'après, il n'y a plus qu'à inclure ce module-là pour récupérer toute cette partie de l'application. Pareil, pour tout ce qui est commun, on va faire un module principal et puis les services, les filtres. Il ne faut pas hésiter à subdiviser ça. Bien sûr, s'il y a beaucoup de filtres de directives, on peut très bien en avoir beaucoup plus de fichiers que ça sur une vraie application. Dans la même structure arborescente, on peut y mettre aussi les templates, les fichiers de test, les ressources comme les images, CSS ou autres. Il n'y a aucun problème à les mettre dans la même arborescence. Les templates, c'est quand même plus pratique de les gérer au niveau de chaque module. Les tests, même si en Java, il y a plutôt l'habitude côté serveur d'avoir une arborescence séparée, là, ça n'apporte pas grand-chose. Du moment qu'on peut reconnaître les fichiers de test, donc s'ils finissent par test, c'est facile de les sortir et de ne pas les prendre avec ceux de l'application. Dans ce cas-là, on peut avoir les tests qui sont aussi dans la même structure. Les tests, les images, toutes les ressources de chaque partie de l'application, ce qui veut dire que c'est un répertoire qui contient une partie et tout ce dont elle a besoin. On peut facilement copier d'une application à une autre ou déplacer si on veut. Les routes aussi, autant les définir au niveau de chaque branche. Il n'y a aucune obligation à avoir un fichier de routage énorme pour toute l'application dans le module principal. Ça, bon, c'est ce qu'on fait dans des petits exemples, mais après, sur une vraie application, on divise aussi. Une astuce au passage, on peut ajouter des données à la définition d'une route. L'objet de définition d'une route, on peut très bien lui ajouter nos propres données par rapport aux propriétés qui sont prévues dans Angular, les templates URL et compagnie. Mais si on rajoute nos données, on peut les récupérer et récupérer les propriétés de la route courante dans $route.current. Ça peut être pratique si on veut stocker des informations comme le fil d'Ariane ou autre. On peut les mettre directement au niveau de la route. Et pour les templates, pour éviter d'avoir des références avec un chemin dur, le chemin où va se trouver le template dans cette arborescence, on peut définir ça dans un fichier, enfin dans un service. Si on crée un service
dans chacun de ces modules, comme il y avait front profiles, dans le module profiles, on crée un service avec constante. C'est important de le faire avec la méthode constante, parce qu'un service qui est créé avec constante, il va être utilisable aussi sous le même nom comme provider. Il est publié à la fois comme service et comme provider, ce qui permet de l'injecter à la méthode config, enfin au callback qu'on passe à config. Donc dans la configuration d'un module, on peut injecter les services qui sont créés avec constante. Si là-dedans on a défini une chaîne de caractères qui contient le chemin dans lequel vont se trouver les templates de cette partie de l'application, on peut l'utiliser comme ça dans la configuration des routes, pour éviter d'avoir des chemins en dur. Alors si on regarde maintenant un peu les différentes parties, les différents constituants d'une application Angular, on va voir un peu ce qu'il faut faire et éviter de faire. Alors la fonction controller, c'est une fonction qui sert à initialiser le scope, et rien d'autre. Elle est là pour publier dans le scope ce dont la vue a besoin, ce qu'on utilise dans le template, parce que forcément ça doit se trouver dans le scope pour être tout ce qui est utilisé dans les expressions du template va être cherché sur le scope. Le contrôleur est là pour publier ces données, ces fonctions, mais pas pour faire des traitements. Donc pas de traitement sur les données, pas de requête HTTP, tout ça, ça n'a rien à faire dans les contrôleurs. Le contrôleur, il est là pour accéder à des services. Ce sont des services qui vont faire les requêtes, qui vont fournir les données, qui peuvent conserver aussi les données pour tout ce qui est objet global. Ou si c'est un objet propre à la vue courante, ils vont aller faire la requête nécessaire. Et le contrôleur récupère ces données, les met dans le scope. Il sert juste d'intermédiaire. C'est vraiment un lien entre les services et le scope. Donc il faut qu'il reste léger, sinon si on met trop de choses dans les contrôleurs, ça va être ingérable. Les contrôleurs, en fait, c'est mignon quand c'est petit. Ouais, surtout qu'après, en grandissant, ils finissent à la SNCF et tout. Non, mais, rigolez pas, ils en font de l'Angular à la SNCF, alors ça doit faire des quiproquos là-bas. Alors, pour éviter d'avoir des très gros contrôleurs aussi, on va pouvoir les découper en fonction des différentes zones de la vue. Si on a des choses qui concernent qu'une portion de la vue, autant faire un contrôleur séparé plutôt que de tout mettre dans le même. Et en particulier, un cas qui va être très, très pratique, si on doit travailler sur des éléments répétés, publier des choses dans les scopes répétés, il faut penser à mettre un contrôleur au niveau de l'élément répété. Ce contrôleur-là, il sera directement sur le scope répété avec l'objet courant de la liste. Donc pour publier des choses, pour mettre des watch, ça devient évident, il y a 3 lignes à écrire. Si on ne pense pas à mettre un contrôleur sur l'élément HTML répété, on va devoir gérer ça en faisant des parcours de boucle, et puis où on stocke ça, on les a pas chacun des scopes répétés depuis le scope parent, donc on va stocker ça dans des structures en parallèle avec les mêmes index et tout. Enfin, je vois des fois des usines à gaz, alors qu'il suffit de l'écrire en 3 lignes en mettant un contrôleur au bon endroit. Donc mettre un contrôleur au bon endroit, ça peut vous simplifier beaucoup le code. Je sais pas, est-ce que vous connaissez cette syntaxe contrôleur as? Il y en a qui l'utilisent? Levez le doigt, ceux qui l'utilisent. 2. Ah, c'est pas encore une majorité alors. Mais elle peut être très bien. Elle est même préconisée par Google, enfin dans les recommandations internes pour leurs propres applis qu'ils ont communiquées sur le blog d'Angular. Ils demandent d'utiliser ça. Donc cette syntaxe contrôleur as, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est quand on indique un contrôleur avec ngController égale le nom du contrôleur, on peut ajouter as et un nom de propriété sous lequel ce contrôleur va être publié dans le scope. Du coup, c'est complètement une autre façon d'écrire les contrôleurs. Le contrôleur, on lui injecte même pas le scope, il ne publie rien dans le scope, il met tout sur this, tout sur l'instance du contrôleur, et c'est le contrôleur lui-même qui est mis dans le scope. Il y a des petits avantages à ça.
notamment, ça évite les problèmes d'héritage entre les scopes quand on publie des données primitives, des types primitifs publiés dans un scope parent. Si on essaye de les modifier dans un scope enfant, ça marche, on en hérite en lecture, mais quand on écrit, quand on modifie la valeur, c'est dans le scope enfant. Et c'est plus dans le bon, et quand on enregistre, on voit que ça n'a pas changé. Bon, ça évite ce genre de problème. Le fait aussi que du coup, dans les templates, dans les formules, tout va être préfixé par un nom de contrôleur, ça rend les choses un peu plus explicites. Si on a une propriété name, c'est bien de savoir du nom de qui il s'agit. Mais la contrepartie, c'est que du coup, dans les formules, on aura des noms de contrôleurs un peu partout, ça va être un petit peu plus verbeux. Donc c'est un choix à faire, mais ça peut être une syntaxe qui est intéressante. Alors les services. Ceux qui me connaissent, ils doivent se dire, il a réussi à tenir presque une demi-heure sans insister sur le fait que les services étaient super importants, mais j'y arrive. Donc c'est vrai que c'est super important les services, c'est là qu'on va avoir l'essentiel du code d'une application, tout le code métier et une bonne partie du code de présentation. Chaque fonctionnalité de l'application, il va falloir en faire un service bien isolé. C'est ça la clé, pour moi c'est ce à quoi il faut faire le plus attention pour arriver à garder un code maîtrisable dans une application qui grossit. Bien isoler une fonctionnalité dans un service, avec les bons principes habituels de modélisation objet, tout ce qui est single responsibility, une seule fonctionnalité par service, mais peut-être plus important encore, toute la fonctionnalité intégralement dans le service, parce que si on en met une partie, mais qu'on en a des petits bouts aussi qui traînent dans les contrôleurs ou dans les templates ou à droite à gauche, ben c'est pas bon. Donc le code métier, c'est entièrement dans les services, jamais de traitement métier dans les contrôleurs et pas de règles métier dans les templates aussi. Quand je dis ça au début, qu'ils me disent quand même règles métier dans les templates, on fait pas ça nous. On a passé l'époque où en PHP on mettait les requêtes SQL au milieu du HTML. On va quand même pas mettre des règles métiers dans les templates. Et puis si on regarde un peu dans le code les conditions qu'il y a, on va voir des choses comme ça. On va mettre une classe alerte si quantity de row est plus grand que 1000. Et c'est quoi ça si c'est pas une règle métier en fait? C'est une règle métier qui est mise dans le template, qui va être sûrement dupliquée à plusieurs endroits. Et puis le jour où il faut la changer, il faut arriver à les retrouver, on ne sait plus où il y en a. Alors que si le service qui gère, ce sont des factures qui sont affichées, si on a un order SRV qui a une méthode isAlert qui va dire si c'est en alerte ou pas, là la règle métier est bien dans le service qui gère ça, et si on doit la changer, il n'y a plus qu'un endroit où la changer. On va la trouver à l'endroit où elle est censée être, c'est-à-dire dans le service qui s'occupe de cette fonctionnalité. Donc ça c'est très important, hein. Si on éparpille des trucs comme ça dans les templates, ça devient assez vite ingérable. Les services, ils vont permettre de conserver des données. Ça va être des objets, comme de bons objets bien conçus, avec à la fois données et traitements. Enfin, des données, on va en conserver quand il s'agit de données globales. Parce que le service, ça va être un singleton. Enfin, tous les services sont des singletons. Donc pour conserver des données globales, c'est impeccable. Après, si ce sont des données qui sont propres à une vue, s'il s'agit de l'objet qu'on traite sur une vue, ben ça, le service il se contente de le renvoyer. On ne va pas le conserver à ce moment-là. À moins qu'on veuille gérer un cache, ou à ce moment-là, ben on peut avoir un service de cache qui peut conserver les derniers objets qu'on a manipulés, correspondant aux dernières pages qu'on a visitées. Alors tout ce qui est service asynchrone, la façon la plus simple de les écrire, c'est d'avoir des fonctions qui renvoient des promesses. Je vais détailler juste un peu après les promesses, enfin détailler rapidement. Les services, c'est important de les découper en couches. Parce que même une grosse fonctionnalité, elle n'est pas forcément si monolithique que ce qu'on peut l'imaginer. Il suffit de regarder comment c'est fait dans Angular. Pour le service $route,
de routage s'appuie sur le service $location qui gère l'URL, qui est plus bas niveau. Pour les requêtes au serveur, on a service $HTTP, mais c'est l'API HTTP, mais il ne fait pas directement la requête. Pour ça, il utilise le $HTTP backend, qui lui fait vraiment l'envoi de la requête. Et par-dessus $HTTP, il y a encore le $ressource qui permet d'accéder à des ressources REST. Donc, s'il y a plusieurs couches qui permettent de découper les services, il vaut mieux faire plusieurs services plutôt que d'en avoir un seul qui essaye de tout gérer, de gérer les différents niveaux. Par exemple, si on veut une problématique classique, comment on pourrait organiser différents services, plusieurs petits services plutôt qu'un gros, pour gérer tout ce qui est erreurs et notifications à l'utilisateur. On va avoir des points d'entrée, un intercepteur HTTP, alors qui peut ou non être un service, c'est pas obligé d'en faire un service. Donc là, on va recevoir les erreurs HTTP. On va avoir, en surchargeant le service exception handler, là on a un autre point d'entrée d'erreur, ça va être tout ce qui est exception non catchée dans notre code. Normalement ça arrive jamais, mais enfin on sait jamais, ça s'est déjà vu quoi. Alors, les différentes erreurs, après il y aura aussi des erreurs qu'on détecte en dehors de ces points d'entrée directement dans le code de l'application. On se retrouve avec des données incorrectes ou des choses comme ça. Toutes les erreurs, on va les passer à un service d'erreur. Ce service d'erreur, qu'est-ce qu'il va faire? Alors peut-être pas seulement afficher, faire un log dans la console, parce qu'il y a peu de chances que l'utilisateur soit capable de corriger. Il va pouvoir contacter un service qui envoie pour loguer ça côté serveur et que les administrateurs de l'application soient notifiés de ce qui se passe. Et puis quand même, peut-être qu'il y a moyen d'afficher un message à l'utilisateur, au moins pour lui dire qu'il y a un problème. Donc un service de notification qui ne va pas servir seulement aux erreurs, hein, pour toutes les notifications de l'application et aussi les messages d'erreur. Donc là, quand il y a une erreur, ça va utiliser le service de log pour envoyer au serveur, le service de notification pour indiquer ce qui se passe à l'utilisateur. Donc voilà comment on peut se découper en plusieurs services qui chacun vont peut-être pas dépasser une page, ils ne sont pas très longs à écrire, ce genre de choses. Si on découpe bien, on arrive à avoir un code bien isolé et facile à maintenir. Et on sait où est-ce qu'on doit retrouver chaque chose. Pour gérer l'utilisateur connecté, là aussi on va faire un service. On ne va pas mettre plein de données en vrac dans le root scope, parce que ça par contre c'est un peu sale. On fait un service, et donc c'est ce service qui va contenir les informations, hein, les données concernant cet utilisateur, plus toutes sortes de méthodes pour savoir quels sont ses droits et tout. Et ce service, on va l'injecter chaque fois qu'on aura besoin dans tout le code JavaScript, hein, tous les endroits où on l'utilise. Donc dans des services, dans des contrôleurs, on injecte le service user. Et si on a besoin de conditionner des choses dans les templates, alors pas pour faire de la sécurité, hein, c'est juste pour l'ergonomie de l'interface. Hein. Au niveau sécurité, le serveur ne doit jamais envoyer des données qu'on ne veut pas afficher, enfin que l'utilisateur n'a pas le droit de voir. Mais pour conditionner, pour ne pas lui afficher des zones vides si les données n'ont pas été fournies, à ce moment-là, on peut publier le service complet ou partiel dans le scope et l'utiliser seulement dans les templates. Dans le code JavaScript, on ne va jamais aller le chercher dans le scope, on va l'injecter. Alors les promesses que renvoient les services, dès qu'on fait des opérations asynchrones, on va pouvoir utiliser des promesses. C'est une API qui est vraiment très pratique pour des situations d'asynchronisme un peu complexes, qui est indispensable dès que ça devient complexe, mais qui est déjà très pratique même pour des trucs simples. Le gros atout des promesses, c'est qu'elles permettent d'écrire le même code pour traiter des résultats, quels qu'ils soient, que ce soit des résultats synchrones ou asynchrones, et s'ils sont asynchrones, qu'ils soient en attente ou déjà résolus. Donc c'est formidable, on n'a pas besoin de savoir si les données sont arrivées, si elles ne sont pas arrivées, on va écrire le même code et ça marchera quand les données seront là. Donc la seule chose qu'on va faire sur une promesse, c'est d'appeler sa méthode Zen.
Au début, il y en a qui se posent plein de questions, mais de toute façon, il n'y a qu'une propriété, elle s'appelle zen. C'est vite vu. Il n'y a pas les données à l'intérieur. Donc en fait, le secret, pour faire du code simple avec les promesses, c'est de ne conserver que des promesses, de travailler que sur des promesses. Si on passe à la méthode zen un callback pour aller chercher les résultats et qu'on stocke les résultats, on a tout cassé. Parce qu'après, dans la variable où on a stocké les résultats, on ne sait pas s'ils sont arrivés et tout, et puis on commence à mettre des ifs pour savoir s'ils sont là, s'ils ne sont pas là. On a complètement cassé le fonctionnement des promesses, et au lieu d'avoir un code tout simple, ça devient super compliqué. Donc quand on travaille avec des promesses, ne jamais stocker autre chose que des promesses. On enchaîne les promesses, on stocke des promesses dans les variables, et là ça devient super simple. Si on l'utilise mal, ça peut être un code extrêmement compliqué. On peut s'embrouiller complètement et se dire ça marche pas ce truc en fait, ça tient pas du tout ces promesses. Et en cas d'échec de l'opération asynchrone, on va soit renvoyer une promesse en erreur, soit balancer une exception. Donc ça c'est l'équivalent de throw d'une exception. Et il faut bien le faire parce que sinon ça ne va pas s'enchaîner comme il faut si on ne fait pas correctement la gestion des erreurs des promesses. Sur les filtres, qu'est-ce qu'il y a à dire en termes de bonnes pratiques sur les filtres? Évidemment, ne jamais modifier les données les données qui sont reçues en entrée. Parce qu'un filtre qui va permettre d'avoir des critères de sélection dans les objets d'une liste, s'il travaille sur la liste qu'il reçoit, s'il supprime les objets qui ne correspondent pas, après, quand on efface les critères, on ne retrouvera pas les objets qu'on a effacés. Le filtre, il va marcher une fois et puis après, l'affichage est cassé. Un filtre, il doit toujours recréer de nouvelles données. Là, s'il travaille sur un tableau, il va renvoyer un nouveau tableau qui contient uniquement les éléments qui correspondent à ce qui est demandé. Mais il doit toujours renvoyer un nouveau tableau. Évitez de prendre des noms de propriété dans les filtres. Pour être cohérent, homogène avec ce qui se fait dans Angular, on passe des expressions. Si on a besoin d'évaluer quelque chose, plutôt qu'un nom de propriété, on passe une expression, ce qui permettra d'aller chercher des sous-propriétés si nécessaire. Le order by, on lui passe une expression qui est appliquée sur chacun des éléments du tableau, qui est évaluée pour chacun des éléments du tableau, et c'est ce résultat qui est ordonné. Faites pareil avec vos propres filtres. C'est pas difficile du tout de passer une expression sous la forme d'une chaîne de caractères et de l'évaluer. Pour l'évaluer, ça se fait en deux lignes toutes simples. On appelle le service $parser qui parse l'expression. On lui fournit l'expression à parser. Ça renvoie une fonction d'évaluation. Et la fonction seGetter, on l'applique à l'objet contextuel, c'est-à-dire à l'élément courant du tableau. Et ça nous fournit la valeur évaluée de l'expression. Ça se fait en deux lignes. Ça, c'est à faire une seule fois et ça, c'est à faire dans la boucle. On parse une seule fois et on évalue pour chacun des éléments du tableau. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre des expressions comme paramètres plutôt que d'avoir des filtres qui ne sont pas homogènes avec ce qu'on peut faire d'habitude, parce que ça va chercher juste un nombre de propriétés comme argument. Une autre astuce à propos des filtres, on peut, si on a ici une liste filtrée sur laquelle on répète, ça c'est un ngRepeat, cette liste filtrée, on peut très bien, si on veut afficher le nombre de résultats, mettre tout ça dans des parenthèses et .length. Ça marche. C'est pas forcément très heureux. Alors, en général, on me dit, ouais, ça... Du coup, pour les performances, oui, non, mais c'est pas grave, les performances. Le problème avec ça, ce qui me gêne plus, c'est qu'il y a du code dupliqué. Parce que si on en a plusieurs, des filtres comme ça, on en rajoute, et puis après, on les rajoute ici, et puis on ne pense pas à les rajouter à l'autre endroit où il faudrait les ajouter aussi. On a une incohérence, et du coup, ça ne marche plus. Le résultat est faux. Eh bien, on peut affecter une propriété du scope, ici. On déclare cette variable, cette propriété qui sera dans le scope, égale à cette valeur. Le langage d'expression d'Angular, l'opération d'affectation renvoie la valeur affectée. Donc on peut boucler dessus et l'utiliser à d'autres endroits, y compris au-dessus dans la page. L'ordre d'évaluation n'a aucune importance.
Donc c'est mieux de faire ça, d'éviter de dupliquer la liste avec toute cette série de filtres. Sur les directives, alors même dans les directives d'Angular, on peut écrire de l'Angular. Enfin, il y a tout intérêt à écrire de l'Angular. Bien sûr, c'est le seul endroit où on a le droit de faire des manipulations de DOM, mais ce n'est pas une raison de se lâcher et de faire du code jQuery partout dans les directives. On en fait quand on a besoin, mais après il y a beaucoup de choses qu'on va faire avec des templates Angular, avec du code comme on écrit habituellement. On réserve les manipulations de DOM aux nécessités. Alors les directives, là c'est discutable, c'est plutôt un avis personnel, mais je pense qu'elles sont là pour s'appuyer sur le HTML et pas pour le remplacer, pas pour le faire disparaître. L'idée d'Angular, c'est d'étendre le HTML. Donc le syndrome JSF où on essaye de remplacer tous les éléments HTML par des composants, on exagère un petit peu, mais pas beaucoup. Je trouve que c'est dommage. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. Je préfère avoir des directives bas niveau. J'écris le HTML et donc je préfère des directives qui vont ajouter un comportement au HTML que j'ai écrit plutôt que des directives qui génèrent le HTML. C'est pas une règle à 100%. Ça, quand on va faire des widgets façon date picker, évidemment, ça va créer du HTML. Mais dans l'ensemble, je préfère étendre les fonctionnalités, le fonctionnement du HTML plutôt que d'essayer de le remplacer et de ne plus avoir que des directives dans le template. Alors les attributs de l'élément HTML, c'est ce qui constitue l'interface de la directive. Donc il va falloir les soigner, avoir quelque chose de compréhensible et de cohérent avec ce qui se fait en Angular. Donc déjà, toute l'interface, c'est ces attributs. Ne jamais faire d'héritage implicite de données du scope. C'est pas, on va publier des données dans le scope qui sont récupérées par la directive. Ce genre de choses, c'est vraiment incompréhensible, c'est pas visible dans le template, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut savoir que pour exécuter la directive, il y a besoin de lui passer telle donnée. Enfin, ça, c'est ingérable. Si on a besoin de passer des données d'une directive parent à une directive enfant, donc là non plus, on ne le fait pas au travers du scope, on utilise un contrôleur de directive qui est créé par la directive parent, et les directives enfants vont demander ce contrôleur. Et les deux directives peuvent ajouter des propriétés à ce contrôleur, lui ajouter des données, appeler des méthodes, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est le même objet JavaScript qui est passé de l'une à l'autre. Alors comme pour les filtres, dans les attributs, la plupart des directives d'Angular utilisent des expressions dans les attributs, faites pareil avec vos directives, n'allez pas prendre des nombres ou des noms de propriétés en dur. Là aussi, les attributs, alors soit on peut les parser à la main, soit en général on va plutôt utiliser un scope isolé. Le fait de mettre des liens égaux, donc un nom de propriété égal à la valeur de l'expression d'un attribut, ça revient à nommer un argument quand on écrit une fonction. On donne un nom à un argument et on utilise uniquement le nom de l'argument à l'intérieur du code de la fonction. Là c'est pareil. On crée la propriété dans le scope isolé et on va utiliser uniquement cette propriété, plus du tout l'attribut, dans le code de la directive. Et bien sûr, l'avantage du scope isolé, ça va être qu'on peut créer tout ce qu'on veut comme données. La directive peut publier des choses sur ce scope et il n'y aura aucune pollution du scope externe. Je ne sais pas si vous connaissez, on peut appliquer des directives sur plusieurs éléments. Ça peut se faire notamment avec le ngRepeat start, avec la même expression que d'habitude, et jusqu'à un ngRepeat end pour répéter plusieurs éléments successifs, sans avoir à les mettre dans un élément parent. Suivant où on est dans le HTML, dans une table ou autre, c'est pas forcément pratique d'insérer un élément parent. On peut faire ça sans problème. Et c'est même possible de le faire pour vos propres directives. C'est-à-dire, en fait, c'est valable pour toutes les directives. Quand on écrit une directive, si on l'applique avec -start, -end sur plusieurs éléments, dans les fonctions compile et link, l'objet élément qu'on reçoit, qui est un objet jQuery contenant l'élément HTML sur lequel on a placé la directive, là, à la place, on va recevoir
tous les éléments, enfin celui du premier de l'élément start jusqu'à l'élément end. On reçoit un objet jQuery contenant plusieurs éléments HTML. Et si on en tient compte dans le code de notre directive, ça marchera. Si on prend que le premier, évidemment, ben, ça ne marchera pas. Ça dépendra de la façon d'écrire le code de nos directives. Une autre astuce qui peut être pratique de temps en temps, pour simplifier nettement le code, si on a besoin d'exécuter quelque chose sur la présence d'un certain élément dans le template, dans la page web affichée. On peut créer des directives pour les éléments standards du HTML, ou aussi pour les attributs d'ailleurs. Il en existe dans Angular, il y a directement dans le framework, directive input, form, script, et on peut en créer pour d'autres éléments. Là, dans l'outil, c'est une présentation qui est affichée avec Angular, et dans l'outil qui l'affiche, pour la coloration syntaxique, j'ai du code à déclencher, un traitement à faire sur tous les éléments prêts qui contiennent le code à colorer. Plutôt que d'aller chercher les éléments en faisant dans le DOM de la page, en faisant un parcours récursif, quelque chose d'extrêmement compliqué et totalement inutile, avec Angular, il suffit de créer une directive qui a le nom de l'élément pour que ce soit déclenché dès que cet élément est présent. Et pour chacun des éléments, s'il est présent plusieurs fois dans la page, ce sera déclenché pour chacun. Ça ne sert pas tous les jours, mais sur certains usages, c'est extrêmement pratique. Alors les tests. J'en ai pas parlé encore des tests, parce qu'on parlait du code de l'application. Les tests en eux-mêmes, c'est très important, mais ils ne vont pas tellement avoir d'impact sur le code qu'on écrit. Sauf si on le fait en TDD, là, ça se connaît un peu quand même. Mais est-ce qu'il faut soigner le code des tests eux-mêmes? On peut se poser la question. Vous allez me dire, c'est déjà assez compliqué d'arriver à convaincre le chef que ça sert à quelque chose de faire des tests, que c'est pas de l'argent perdu. Si en plus il faut lui expliquer que les tests, on doit faire du refactoring dessus, ça va jamais passer. Pourtant, le code des tests, il faut le maintenir. Et si on l'écrit n'importe comment avec plein de copier-coller, dès qu'on fait des modifs qui impactent les tests et qu'il faut le reprendre, c'est là que ça va coûter cher. Donc même le code des tests, il faut le soigner, il faut éviter le code dupliqué, peut-être en restant pragmatique quand même, mais enfin, soigner le code des tests et ne pas avoir un code pourri dans les tests, c'est important aussi. Pour faire ça, après ça dépend de ce qu'on utilise comme framework de test. Si on utilise Jasmine, il suffit d'inclure, d'imbriquer des describes, faire des sous-suites de tests pour pouvoir factoriser tout ce qu'on veut. Plutôt que de dupliquer du code, si on a la même situation initiale pour plusieurs tests, on les regroupe, ces tests-là, dans une sous-suite de tests, juste pour pouvoir mettre un before each commun qui les positionne dans le bon état de démarrage. Donc ce code-là sera factorisé très facilement. C'est vrai pour les tests fonctionnels aussi, il y a des tests end-to-end avec Protractor. Avec Protractor, on définit des element finder pour aller chercher les éléments dans la vue. Ces element finder, ils ne vont pas faire la recherche directement, ils définissent un objet capable de trouver des éléments, un ou plusieurs éléments. On peut factoriser ces element finder dans un before each des fonctions. C'est ce qu'on a ici. Ici, on a un element finder element.all pour aller chercher tous les éléments qui correspondent à ce repeater-là. On le met dans une variable. Il n'y a pas le var devant parce qu'elle est définie plus haut pour pouvoir l'utiliser après dans les tests. Dans le before each, on lui affecte cette valeur. Et donc notre variable rose peut être utilisée dans tous les tests de cette suite ou sous-suite de tests sans avoir à écrire ça à chaque fois. Si on peut carrément faire des fonctions qui vont aller chercher un truc plus proche du métier, plus fonctionnel. Enfin, si on veut la quantité sur la première ligne, on peut se faire une fonction qu'on exécutera chaque fois que c'est nécessaire, qui va chercher la première ligne à partir de ces lignes répétées, pour aller chercher le input qui a la classe quantity et pour aller récupérer sa valeur. Donc,
pour les tests, si on soigne les tests en faisant des fonctions qui vont permettre d'avoir des tests qui ont un code très concis, ils ne coûteront pas cher à maintenir et on pourra facilement intervenir dessus. Si on fait du copier-coller de ça dans chaque test, on va avoir des tests end-to-end qui font 2 pages chacun. Et puis si on en a une centaine comme ça et qu'il faut les reprendre dès qu'on touche un peu au design, là on va pleurer. Alors en conclusion, je suis juste dans les temps. Bon, il faut faire simple. Et c'est loin d'être facile de faire simple, c'est même le plus compliqué. Mais avec Angular, il y a des moyens de faire simple. Il y a la structure, il y a tout ce qu'il faut pour permettre de bien structurer une application, de bien découper en services. Moi, je conseille vraiment de partir du HTML pour lui ajouter juste la logique qu'il faudra. Connaître JavaScript, bien connaître JavaScript, pas juste avoir appris jQuery avant, mais être capable de savoir comment bien organiser des objets JavaScript et tirer profit de la puissance du langage, ça va vous permettre de vraiment simplifier votre code aussi, de faire un vrai modèle objet. Et justement, les bonnes pratiques de programmation objet, elles sont importantes et elles sont toujours valables avec Angular aussi. Donc il ne faut pas hésiter à bien structurer son modèle de données dès que l'application est un peu grosse. Parce que si ça va bien d'avoir, dans un petit exemple, un contrôleur où on met tout en vrac et on fait tous les bindings sur le JSON récupéré du serveur, sur une application où il y a plusieurs développeurs qui travaillent dessus pendant quelques mois, ça va quand même pas marcher comme ça. Il faut vraiment aller faire le nécessaire pour arriver à garder le code simple. Mais les retours que je vois de ceux qui en font depuis certains pas mal de mois et voire plus d'une année avec toute une équipe, en y faisant attention, ils arrivent à avoir quelque chose qui reste complètement maîtrisable. Il y a des efforts de refactoring à faire, comme sur n'importe quel projet. Hein, si on laisse les choses se dégrader, ça se connaît rapidement. Mais il y a tout ce qu'il faut dans Angular pour arriver à avoir des codes assez gros qui restent très bien organisés. Donc bonne chance, mettez ça. Enfin, là, ce sont quelques règles que je voulais présenter. À vous de vous les approprier, de voir ce qui est le plus important pour vous et d'essayer de mettre ça en pratique. Alors il reste 2 minutes s'il y a une ou deux questions rapides. Oui. Nous, sur notre code, pour factoriser et éviter on a des fonctions qu'on utilise à plusieurs endroits. Je prends les tests par exemple. Oui. Pour éviter de se répéter, encore une fois, on a besoin de factoriser ces fonctions-là. Qu'est-ce que vous préconisez pour mettre de temps en temps ces fonctions-là et les utiliser dans plusieurs tests en fait? Est-ce que c'est pour les utiliser, par exemple, je pense à Rigoyer.js, ce qu'on a mis en place, et est-ce qu'il y a d'autres solutions? Fonction, si c'est fonction JavaScript comme je mettais ici, il suffit de la définir. Alors la variable, cette variable est déclarée, le var se trouve au début du describe pour la suite de tests. Dans le before each, on affecte sa valeur et comme ça on peut l'utiliser dans tous les tests de la suite ou même des suites imbriquées. Oui, mais non, c'est pas ça. C'est vraiment 2 tests séparés, des choses qui ont une logique commune, oui. Mais sur des données bien précises. Donc c'est pas, c'est la même fonction, c'est la même logique, mais sur 2 pages complètement différentes. Donc ça mérite d'avoir des tests séparés, sur 2 fonctionnalités différentes. Mais là, alors, donc une fonction comme ça qu'on définit dans le before each, elle peut être utilisée après dans plusieurs tests. Hein. Ouais, je ne suis pas sûr qu'on parle vraiment de la même chose. Mais... Le problème, c'est que c'est des fichiers séparés. En fait. Donc, si on... Ah, ce sont des fichiers séparés, d'accord. Oui, évidemment, ce sont des fichiers séparés, c'est plus gênant. Oui. À ce moment-là, là pour les tests, non, c'est plus problématique. Créer un service pour les tests. Pourquoi pas? Ouais. Oui, pourquoi pas. Bon, de toute façon, on va arrêter là, le temps est écoulé. C'est vrai que, ouais, là, ce que je disais, c'est pour un même fichier, évidemment. Ouais. Oui.
Ouais. Merci.